fractionné, mais si vous m'entendez bien, très bien. Donc bonjour à toutes et tous, désolé pour le retard. Bonne heureuse année à tous ceux qui sont connectés ou qui se connecteront plus tard pour voir ce mercredi du COFER. Donc consacré à un sujet, les spondyloarthrites périphériques. Alors je ne sais pas si vous êtes toutes et tous familiers des spondyloarthrites périphériques. J'avoue que c'est peut-être, on parle beaucoup de spondyloarthrite axiale, on parle parfois de spondyloarthrite axiale et périphérique, et je voulais faire un point avec vous sur ce que sont les spondyloarthrites périphériques. Si tu peux passer Guillermo, voilà, parce que j'ai pas la possibilité, voilà, je crois de passer, moi, de prendre la main. Le concept de spondyloarthrite, vous le connaissez, voilà, c'est un ensemble de maladies qui regroupent à la fois des signes d'atteinte axiale, rachidienne, des signes d'atteinte articulaire périphérique et des signes d'atteinte anthésique, avec, vous le voyez, d'une part, chez les patients qui ont des manifestations axiales, les spondyloarthrites axiales, avec des formes radiographiques, et puis depuis une quinzaine d'années, beaucoup de formes non radiographiques. Et puis dans ce groupe des spondyloarthrites, voilà, on retrouve aussi le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, et puis vous voyez spondyloarthrite indifférenciée périphérique et arthrite associée aux maladies inflammatoires intestinales. Donc toutes ces maladies, elles ont la communauté d'avoir la possibilité de signes axiaux périphériques, une association plus ou moins importante au terrain HLA-B27 et des manifestations extra-rhumatologiques. Alors si on reprend l'histoire de ces spondyloarthrites, voilà, il faut revenir, vous voyez, à 1990, et on ne peut pas parler de spondyloarthrite sans parler de Bernard Ramor et bien sûr de Maxime Dougados et de l'équipe de Cochin, avec pour la première fois en 1990 des critères diagnostiques de spondylarthropathie, voilà, publiés dans la revue du rhumatisme, Bernard Ramor, premier auteur, où vous retrouvez, vous le voyez, d'une part le caractère inflammatoire des douleurs, le fait de pouvoir avoir des manifestations articulaires périphériques, et là on parle d'oligoarthrite asymétrique, le fait de pouvoir avoir des manifestations axiales avec des douleurs fessières ou des douleurs fessières bascules qui traduisent l'existence d'une sacroïlite, les manifestations articulaires périphériques ou plus largement du territoire anthésique avec la possibilité de dactylite, la possibilité d'atteinte inflammatoire du talon avec les anthésites, la possibilité de manifestations extra-rhumatologiques dans ces critères diagnostiques de spondylarthropathie 1990, avec, vous le voyez, les possibilités d'atteinte réactionnelle à une porte d'entrée urogénitale ou digestive, et puis la possibilité d'une association au psoriasis pour ces spondylarthropathies. Vous voyez que il y avait 3 points pour les signes radiologiques, mais la sacroïlite, on pouvait avoir une spondylarthropathie sans avoir de sacroïlite radiographique. Ça veut dire que les spondyloarthrites axiales non radiographiques existaient bien avant les critères ASAS. Et puis l'association au terrain génétique avec la présence du terrain HLA-B27 et la sensibilité aux anti-inflammatoires. Donc, c'est de ces critères d'Amor 1990 que découlent tous les critères suivants. Les critères, très rapidement, voilà, Maxime Dougados a publié un papier dans le cadre d'un groupe de travail européen, le SSG, où il a différencié voilà, les 2 types, en fait, les manifestations axiales avec le mode d'entrée rachidie inflammatoire ou les manifestations articulaires périphériques, et donc c'est déjà la notion de spondyloarthrite ou spondylarthropathie périphérique avec la possibilité de synovite, asymétrique prédominant aux membres inférieurs, on va en reparler, et vous le voyez, on retrouve les autres critères qu'il y avait dans les critères d'Amor, donc on ne va pas y revenir dessus, mais les mêmes critères, mais on différencie l'atteinte axiale de l'atteinte articulaire périphérique comme mode d'entrée pour ces spondylarthropathies. Et puis ensuite, il faut attendre une vingtaine d'années pour que les choses évoluent. Vous le voyez avec les critères ASAS, les critères que vous connaissez et que vous utilisez aujourd'hui. Ces critères ASAS, ils concernent d'une part les spondyloarthrites axiales, c'est la partie gauche de la diapositive, on ne va pas revenir dessus, chez des patients qui ont des rachialgies et des rachialgies depuis plus de 3 mois, à un âge de moins de 45 ans. Et puis vous voyez à droite apparaître voilà, les critères de spondyloarthrite périphérique, donc ce dont on parle aujourd'hui, avec comme mode d'entrée pour ces spondyloarthrites périphériques le fait d'avoir soit une arthrite, soit une anthésite, soit une dactylite. Et puis ensuite, d'avoir un ou plusieurs critères de spondyloarthrite associés, ces critères qu'on a déjà évoqués ensemble, l'atteinte inflammatoire de l'œil avec l'uvéite, l'atteinte
cutanée avec le psoriasis, la maladie inflammatoire intestinale associée potentielle, voilà, et le terrain génétique, le B27, et éventuellement une sacroïlite à l'imagerie. Donc vous voyez, c'est à partir de là qu'on parle vraiment de spondyloarthrite périphérique à partir de ces critères de 2011. Alors, si on les prend maintenant, si on prend la diapositive suivante, merci Guillermo, voilà les différents critères. Un, c'est quoi ces arthrites? C'est une arthrite périphérique, voilà, qui est plutôt une arthrite asymétrique qui est prédominamment inférieure, donc on a déjà parlé, on les retrouve. Deux, c'est une anthésite, et l'anthésite, là, c'est une atteinte inflammatoire ou considérée comme inflammatoire du territoire anthésique qui n'est pas limité au talon. Dans les formes axiales, dans les critères de spondyloarthrite axiale, c'est que le talon, mais pour les spondyloarthrites périphériques, c'est une atteinte anthésique inflammatoire qui est en dehors du talon, et puis la possibilité d'une dactylite. Donc, il faut avoir ça pour avoir une spondyloarthrite périphérique, il faut avoir ça et autre chose, diapositive suivante. L'autre chose, c'est on peut avoir aussi des rachialgies inflammatoires, en tout cas un passé de rachialgie inflammatoire, parce que la particularité de ces critères de spondyloarthrite de l'ASAS, c'est que si vous avez une atteinte axiale des rachialgies inflammatoires moins de 45 ans, vous êtes dans le cadre des spondyloarthrites axiales. Si vous n'avez pas de rachialgie, mais des manifestations articulaires périphériques, voilà, ou anthésiques, ou une dactylite, vous êtes dans le cadre du spondyloarthrite périphérique, mais vous pouvez avoir eu des rachialgies à caractère inflammatoire, voilà, et vous pouvez combiner, voilà, une arthrite, une anthésite, ou une dactylite. Et vous voyez qu'à chaque fois, il faut que le diagnostic de l'arthrite ou le diagnostic de l'anthésite, il soit confirmé par le médecin, c'est-à-dire par nous, par le rhumatologue. Diapositive suivante, les manifestations extra-rhumatologiques, elles sont sans surprise, vous les connaissez. L'UVI des spondyloarthrites, c'est une uvite habituellement antérieure, essentiellement antérieure, confirmée par un ophtalmologue. La dactylite, c'est un aspect de dactylite qui est retenu par le rhumatologue. Le psoriasis, il a été diagnostiqué par un médecin, un dermato, mais un rhumatologue, c'est aussi diagnostiqué un psoriasis. Et la maladie inflammatoire de l'intestin, il faut qu'elle soit documentée sur des critères histologiques. Et en principe, un diagnostic est retenu par un gastro-entérologue. L'infection antérieure, qui apparaît dans les critères de spondyloarthrite périphérique, c'est la notion d'une porte d'entrée urogénitale ou digestive, voilà, avec une arthrite réactionnelle qui va ensuite déboucher sur une persistance des symptômes et sur un diagnostic de spondyloarthrite périphérique. Donc, le suivant, les antécédents familiaux, c'est les antécédents familiaux de spondylarthrite ankylosante, de psoriasis, d'uvéite, d'arthrite réactionnelle, de maladie inflammatoire intestinale. Le terrain génétique, c'est simple, c'est le HLA-B27. Et la sacroïdite à l'imagerie qui apparaît dans les critères de spondyloarthrite périphérique, c'est une sacroïdite soit radiographique, que vous connaissez, soit une sacroïdite magnétique avec l'œdème des sacroïdes. Diapositive suivante. Alors, vous avez vu que dans les critères de spondyloarthrite périphérique apparaissent d'une part la possibilité de dactylite, apparaît d'autre part dans les manifestations extra-rhumatologiques la possibilité d'un psoriasis. Et si je reprends ici avec vous, ici on présente les critères CASPAR, les critères de classification du rhumatisme psoriasique, c'est parce que vous comprenez tout de suite qu'il va y avoir la possibilité de chevauchement, voilà, en tout cas sur les critères de chevauchement entre les critères de spondyloarthrite périphérique et les critères de rhumatisme psoriasique. Donc vous vous souvenez des critères de rhumatisme psoriasique, c'est un psoriasis documenté, actuel ou passé, c'est un psoriasis unguéal, absence de facteurs rhumatoïdes, et puis c'est la possibilité de dactylite, donc on retrouve aussi voilà, la dactylite ici bien sûr dans les critères de rhumatisme psoriasique, et puis la possibilité de signes radiographiques. Donc, la possibilité de chevauchement entre spondyloarthrite périphérique et rhumatisme psoriasique. Et pour illustrer cette possibilité de chevauchement, et donc pour bien comprendre, voilà, essayer de faire la part des choses entre spondyloarthrite périphérique avec psoriasis et rhumatisme psoriasique, est-ce que c'est toujours facile de faire ça? Vous voyez que quand vous prenez plus de 3000 patients chez qui un rhumatologue a retenu un diagnostic de spondyloarthrite, voilà, c'est étude de Comospa, publiée il y a 4 ans, vous avez 2400 patients qui ont une spondyloarthrite axiale qui répond aux critères ASAS, c'est la partie gauche de ce schéma. Vous voyez que vous avez près de 800 patients qui répondent aux critères de rhumatisme psoriasique, aux critères CASPAR de rhumatisme psoriasique. Et puis vous voyez sur la partie droite du schéma que vous avez à peu près un peu plus de 450 patients qui répondent au diagnostic de spondyloarthrite périphérique. Et vous voyez qu'il y a des chevauchements voilà, sur ces critères entre voilà,
spondyloarthrite axiale et forme axiale de rhumatisme psoriasique. Vous voyez, 354 patients qui répondent aux deux critères, voilà, et qui ont pour une majorité d'entre eux des arthrites et pour la moitié d'entre eux des anthésites. C'est le chevauchement entre le cercle de gauche et le cercle du milieu. Et puis, vous voyez qu'en termes de chevauchement sur les critères de rhumatisme psoriasique et de spondyloarthrite périphérique qu'on a vu avant, il y a 218 patients qui répondent à ces deux critères, avec bien sûr pour la pratique, la quasi-totalité de ces patients, des arthrites périphériques, 40% d'entre eux une atteinte anthésique, et puis comme ils répondent à la fois aux critères de rhumatisme psoriasique et de spondyloarthrite périphérique, la possibilité d'activite chez 50% d'entre eux. Donc, vous voyez que ces critères, il y a une certaine perméabilité entre les critères, notamment pour les formes périphériques, entre rhumatisme psoriasique et spondyloarthrite périphérique, et on peut répondre aux deux critères. Qu'est-ce qui fait si on a une spondyloarthrite qui est un diagnostic de spondyloarthrite qui est retenu par un rhumatologue? Qu'est-ce qui est associé à la présence de manifestations articulaires périphériques? Et dans ces manifestations périphériques, il y a des fois les manifestations articulaires, les manifestations anthésiques et dactylites. Ben, vous voyez que c'est plutôt d'être un petit peu plus âgé par rapport à des patients qui répondent aux critères de spondyloarthrite, mais qui ne répondent pas aux critères de spondyloarthrite, voilà, qui n'ont pas de manifestations anthésiques, articulaires périphériques, voilà, ou de dactylite. Vous voyez que c'est être un petit peu plus âgé, voilà, un petit peu plus de prédominance, fait un petit peu plus de sexe féminin, voilà, un petit peu moins de HLA-B27, un petit peu plus de psoriasis ou d'antécédents de psoriasis. Donc, quand vous avez des manifestations articulaires périphériques, vous êtes plutôt un petit peu plus âgé, vous êtes plutôt un petit peu plus souvent une femme et vous avez plutôt plus souvent du psoriasis et une moindre association au terrain HLA-B27. Si on passe sur la diapositive suivante, est-ce que ça a un impact d'avoir des manifestations périphériques, donc arthrite, dactylite ou anthésique au sens critère de spondyloarthrite périphérique, voilà. Est-ce que ça a un impact en termes de décision thérapeutique pour le rhumatologue? Oui. Vous voyez, quand vous avez ces manifestations périphériques, vous avez plus fréquemment un recours au traitement de fond conventionnel synthétique et plus fréquemment on recourt au traitement de fond biologique que si vous n'avez pas ces manifestations périphériques, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'arthrite, pas dactylite ou pas d'anthésite. Diapositive suivante. Quelles sont les manifestations, quelle est la distribution de ces manifestations périphériques? Vous avez sur ce diagramme, vous avez la deuxième série de barres, c'est les patients qui ont spondyloarthrite périphérique, vous voyez 433 patients, et la troisième série, c'est les patients, 1033 patients qui sont considérés par le rhumatologue comme ayant rhumatisme psoriasique. Et vous voyez que si vous avez une spondyloarthrite qui répond aux critères de spondyloarthrite périphérique, vous avez dans 95% des cas des arthrites périphériques, voilà, dans 57% des cas des anthésites et dans 44% des cas aussi des arthrites rhizoméliques. Donc ça, c'est le tiercé des manifestations périphériques. Si vous répondez aux critères de rhumatisme psoriasique, vous avez aussi 90% d'atteinte articulaire périphérique, vous avez fréquemment 45% d'anthésite et vous voyez apparaître, si vous répondez aux critères de rhumatisme psoriasique, voilà, une fréquence non négligeable, un tiers des patients de dactylite. Mais vous voyez que les patients qui répondent aux critères de rhumatisme de forme périphérique de spondylarthrite ou qui répondent aux critères de rhumatisme psoriasique partagent tous cette communauté d'arthrite périphérique, bien sûr c'est dans les critères, de manifestations anthésiques, d'atteinte anthésitique et de dactylite, avec des petites différences selon qu'on réponde aux critères de rhumatisme psoriasique ou de spondyloarthrite périphérique. Diapositive suivante. Quel est maintenant le type de manifestation articulaire périphérique que vont avoir ces patients, selon qu'ils répondent aux critères de spondyloarthrite périphérique, les 410 patients, ou aux critères de rhumatisme psoriasique, les 938 patients, ce que vous avez sur les deuxième et troisième voilà, diagrammes sur la figure. Vous voyez que les patients qui répondent aux critères de spondyloarthrite périphérique en termes de manifestation articulaire périphérique voilà, ont des formes oligo ou polyarticulaires qui sont assez équilibrées, 45%, 44% des patients. Et si vous répondez aux critères de rhumatisme psoriasique, vous avez surtout des atteintes polyarticulaires. Donc vous voyez que vous avez un gradient en termes d'atteinte des patients qui ont une spondyloarthrite axiale, complètement le diagramme de la barre de gauche, qui ont essentiellement des formes
mono ou oligo-articulaires, avec des formes qui deviennent un petit peu plus oligo ou polyarticulaires si vous répondez aux critères de spondyloarthrite périphérique, et puis beaucoup plus polyarticulaires si vous répondez aux critères de rhumatisme psoriasique. Diapositive suivante. Maintenant, quel est le type d'articulation atteinte? Quand est-ce que, en fonction de la présentation clinique, quand est-ce qu'il va falloir penser plutôt à l'un qu'à l'autre? Vous voyez que chez les patients qui répondent aux critères de spondyloarthrite périphérique, on a une prédominance d'atteinte des grosses articulations des membres inférieurs, vous voyez, 51% des patients, mais on a quand même près de 20% des patients qui ont une atteinte des grosses articulations des membres supérieurs, et puis près de 20% des patients qui ont une atteinte des petites articulations des membres supérieurs, alors que dans le rhumatisme psoriasique, on a une atteinte qui est un petit peu différente. Vous voyez que plus de 50% des patients ont une atteinte, et c'est ce qu'on voit chez nos patients atteints de rhumatisme psoriasique, de petites articulations des membres supérieurs, mais on peut avoir aussi, vous voyez, 20% des patients qui ont des atteintes des grosses articulations des membres inférieurs, voilà, et puis 20% des patients qui ont des atteintes des petites articulations des membres inférieurs. Donc la présentation clinique en termes d'atteinte articulaire n'est pas exactement la même. Dernière chose, dans cette étude ASAS-PERSPA qui concernait toujours des patients avec une spondyloarthrite qui répondait aux critères de rhumatisme psoriasique ou de spondyloarthrite périphérique, le fait d'avoir une atteinte périphérique articulaire, vous le voyez, 2541 patients sur les plus de 4000 patients, était aussi associé pour le rhumatologue à un recours plus fréquent au traitement de fond synthétique conventionnel. Vous voyez, 77% des patients pour qui avaient des atteintes articulaires périphériques, et puis un recours plus fréquent aux médicaments biologiques et aux anti-TNF. Donc, le fait d'avoir des manifestations articulaires périphériques, bien sûr, ça fait qu'on cherche à améliorer les patients, et on les traite avec des traitements de fond conventionnels synthétiques qui en échec à faire un traitement biologique. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a des communautés, voilà, est-ce qu'on peut avoir un rhumatisme psoriasique sans psoriasis? Vous savez que ça existe, et là, ça devient vraiment compliqué de faire la différence, voilà, chez un patient qui répond aux critères, de spondyloarthrite périphérique, à faire la différence entre rhumatisme pso, sans pso ou spondyloarthrite périphérique. Alors, si on essaye de voir, c'est toujours des populations de patients qui répondaient aux critères soit de spondyloarthrite périphérique de l'ASAS, soit aux critères de rhumatisme psoriasique habituel, mais sans psoriasis. Vous voyez que les patients qui ont une spondyloarthrite périphérique sont globalement plus souvent de sexe masculin, ont une atteinte anthésitique qui est plus fréquente, ont une distribution de l'atteinte qui concerne surtout les grosses articulations des membres inférieurs, et puis une assez forte association au HLA-B27, tandis que les patients qui ont un rhumatisme psoriasique sans psoriasis, eux, ont une plus grande fréquence d'actinite et plus souvent de l'inflammation biologique, sur l'AVS. Donc, vous voyez toutes les difficultés qu'on peut avoir, ou toutes les possibilités qu'on a de diagnostic finalement, entre des patients qui peuvent être classés spondyloarthrite périphérique selon les critères, qui peuvent être classés rhumatisme psoriasique, avec psoriasis bien sûr la grande majorité des patients, et même des patients qui on peut porter un diagnostic de rhumatisme psoriasique sans psoriasis. On va passer à la diapositive suivante. Celle-là, celle-là, elle est importante. Voilà, on parle de spondyloarthrite périphérique. On a vu la présentation, on a vu les critères diagnostiques de spondyloarthrite périphérique, on a vu la présentation de l'atteinte articulaire et la distribution des atteintes articulaires anthésitiques ou des dactylites chez ces patients qui répondent aux critères de spondyloarthrite périphérique. Vous savez qu'il n'y a aucun médicament biologique aujourd'hui, ni aucun traitement de fond conventionnel synthétique qui ait une AMM pour spondyloarthrite périphérique, ça n'existe pas. On a des médicaments qui ont une AMM pour les spondyloarthrites axiales, des médicaments qui ont une AMM pour le rhumatisme psoriasique, une AMM, mais pas pour les spondyloarthrites périphériques. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont été des traitements de fond qui ont été évalués chez des populations de spondyloarthrite périphérique? Et oui, il y a eu uniquement trois études qui ont été faites, qui ont été conduites chez des patients qui répondaient aux critères ASAS de spondyloarthrite périphérique, ou aux critères, vous le voyez dans la colonne de droite, aux critères de ESSG ou AMOR, mais c'est globalement les mêmes patients. Vous voyez que dans un cas, c'est le golimumab qui a été évalué, dans les deux autres cas, c'était l'adalimumab, donc des monoclonaux anti-TNF. Voilà, le critère principal d'évaluation, c'était
c'était pour la première étude la réponse en termes de disparition d'arthrite, dactylite ou anthésique, donc les manifestations périphériques. Pour les deux autres, pour la deuxième étude, c'était un critère SPARC 40 qui avait été créé pour cette étude-là, qui était le P-SPARC 40. Mais en tout cas, les anti-TNF ont démontré une efficacité chez des patients qui répondent aux critères de spondyloarthrite périphérique, que ce soit sur l'atteinte articulaire, l'atteinte anthésique, ou bien sûr chez ceux qui en avaient, potentiellement sur les dactylites. Mais c'est la seule classe thérapeutique anti-TNF qui a été évaluée chez les patients atteints de spondyloarthrite périphérique. Alors finalement, voilà, pourquoi je vous mets ce tableau sur les recommandations de prise en charge du rhumatisme psoriasique? Parce que vous avez vu que on pouvait classer les patients en spondyloarthrite périphérique et des fois on pouvait les classer en rhumatisme psoriasique ou en rhumatisme psoriasique sans psoriasis. On a des médicaments qui ont l'AMM pour le rhumatisme psoriasique. Vous savez qu'on a bien sûr des traitements de fond conventionnels synthétiques qui peuvent être utilisés comme le méthotrexate et qu'en échec du méthotrexate chez les patients qui ont des atteintes articulaires périphériques, on va utiliser des traitements biologiques ou parfois des inhibiteurs de JAK qui ont l'AMM dans le rhumatisme psoriasique. C'est juste pour vous dire que voilà, la prise en charge d'un patient atteint de spondyloarthrite périphérique, elle va très certainement se faire ou se calquer sur la prise en charge d'un patient qui a un rhumatisme psoriasique, avec dans un premier temps un traitement de fond conventionnel synthétique et en cas d'échec, le recours à un traitement ciblé. Diapositive suivante. Voilà. Diapositive suivante, c'est voilà, pour mettre en avant l'actualisation des recommandations concernant la prise en charge des spondyloarthrites et l'actualisation des recommandations de la Société française de rhumatologie, parce que sont les seules recommandations voilà, qui abordent spécifiquement ou qui mettent en avant les spondyloarthrites périphériques. Vous les avez dans la partie centrale de cette figure. Vous voyez que si vous avez une spondyloarthrite au sens large active et que cette spondyloarthrite est caractérisée par une atteinte périphérique avec des arthrites, ben, voilà, on fait comme on ferait dans un rhumatisme psoriasique, on fait un traitement conventionnel synthétique, le plus souvent le méthotrexate. En cas d'échec, un traitement ciblé et préférentiellement anti-TNF ou anti-L17. Pour 3 inhibiteurs de JAK. Et si on a un patient qui répond aux critères de spondyloarthrite périphérique avec au premier plan une anthésite ou une dactylite, on n'a pas d'efficacité démontrée des traitements de fond conventionnels synthétiques chez ces patients. Donc, la recommandation, c'est chez les patients qui ne répondent pas aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou aux gestes locaux, voilà, le recours au traitement ciblé anti-TNF ou anti-L17, et puis pour certains patients, anti-L23 ou inhibiteurs de JAK. Donc, je crois que j'ai terminé. Voilà, que je vais pouvoir essayer de répondre à vos questions. Donc, ce que je voulais mettre en avant, c'est que vous avez vu que ces critères, finalement, sont des critères où on a un certain degré de chevauchement avec d'autres critères, ceux de rhumatisme psoriasique notamment, qu'il y a une communauté, voilà, entre les formes périphériques de spondyloarthrite avec psoriasis et le rhumatisme psoriasique, et qu'on peut classer les patients indépendamment dans un groupe ou dans l'autre, voilà, et que pour traiter les patients à partir du moment où, voilà, où on classe un patient spondyloarthrite périphérique, l'approche thérapeutique en fonction du type de manifestation périphérique, arthrite ou de l'autre côté anthésite ou dactylite, voilà, va être finalement pour les formes avec arthrite la même que celle qu'on aurait pour un rhumatisme psoriasique. Pour les formes avec atteinte anthésique ou dactylite au premier plan, voilà, un recours rapide au biologique sans passer peut-être par la case traitement de fond conventionnel synthétique. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Arnaud. C'était vraiment très clair comme présentation. N'hésitez pas à poser vos questions, donc, comme l'a dit Emmanuel, soit dans la conversation, soit dans le questions et réponses. Moi, pour commencer, j'avais une première question. Est-ce qu'on a des données sur l'évolution dans le temps de ces patients avec un phénotype de spondylarthrite périphérique? Est-ce que finalement, avec le temps, ils vont développer une atteinte axiale et se rapprocher d'une spondylarthrite axiale, ou est-ce qu'on a des patients qui sont diagnostiqués avec une spondylarthrite périphérique et finalement qui font plus tard du psoriasis et qui a posteriori étaient un rhumatisme psoriasique sans psoriasis, ce genre d'informations?
Alors, ouais, Guillermo, tu as raison de poser la question. Alors, parce que c'est une bonne question, c'est-à-dire, est-ce que le phénotype de ces patients peut évoluer dans le temps? Tu as vu qu'il y a voilà, vraiment ces chevauchements entre différentes formes voilà, de spondyloarthrite périphérique, rhumatique psoriasique et les différents types d'atteintes aussi périphériques, hein, anthésique, articulaire ou dactylite. On n'a pas, il n'y a pas à ma connaissance de cohorte de patients avec une spondyloarthrite périphérique suivie de façon longitudinale. Les études principales que je vous ai présentées, études comme OSPAL et PERSPA, sont des études qui ont regroupé un grand nombre de patients, mais de façon transversale. J'ai pas de notion de suivi dans le temps et d'évolution du phénotype des patients dans le temps. Je ne sais pas si tu en as vu passer, toi, mais j'en ai pas. J'ai refait la bibliographie récemment pour préparer ce topo voilà, que vous pourrez retrouver dans un numéro de la revue du rhumatisme, dans une monographie de la revue du rhumatisme, si vous voulez plus de détails, mais je n'ai pas retrouvé de cohorte suivie longitudinalement de patients atteints de spondyloarthrite périphérique. Il y a des cohortes de patients atteints de rhumatisme psoriasique qui sont suivies longitudinalement, mais je n'ai pas de cohorte de spondyloarthrite périphérique. Non, et Donc, moi non. très certainement, voilà, voilà. Oui, donc très certainement que les patients, si on les prend à différents moments, vont pouvoir plus ou moins répondre à un critère ou à un autre, un critère de classification ou à un autre, pas certainement qu'ils évoluent dans le temps. Et je pense vraiment qu'on peut avoir des patients qui, à un moment, vont avoir des atteintes articulaires périphériques, à un moment, vont avoir des dactylites, et on le voit chez nos patients. Hein. Moi, ce matin, je faisais une visite et j'ai encore vu voilà, un patient qu'on a fini par étiqueter spondyloarthrite axiale et périphérique, qu'on a vu ce matin avec de dactylite ou deux dactylites qui étaient apparus de façon assez récente, qu'il n'avait jamais eu jusque-là et qui par ailleurs avait un passé, lui, d'atteinte articulaire périphérique et de thalalgie, donc de dactylite et d'atteinte anthésique. Donc je pense vraiment qu'il y a une évolution dans le temps des symptômes et en fonction du moment où on voit le patient, c'est pour ça aussi qu'il faut les interroger pour savoir si auparavant ils n'ont pas eu de manifestation de périphérique d'un autre type. Je pense que ça évolue dans le temps, mais je n'ai pas vu de données dans la littérature. Mais non, moi, j'ai pas vu non plus. Effectivement, on a ce sentiment quand même quand on voit des patients qu'ils vont développer certains types d'atteintes qu'ils n'avaient pas au départ. Et ça rejoint aussi un petit peu la présentation qu'Emmanuel avait fait sur les patients qui font des arthrites réactionnelles et qui évoluent après parfois vers des formes périphériques chroniques. Et c'est à ce... Je pense que les recommandations françaises ont cet avantage de proposer des traitements en fonction du phénotype et où finalement, j'ai beaucoup aimé la diapositive avec le chevauchement dans Comospa pour répondre aux critères de classification, parce que ça reste des critères de classification. Et en fait, les patients, ils ont une maladie, la leur, qui fait partie de ce spectre-là. Et nous, notre rôle, c'est plutôt de traiter, en tout cas ma perception, c'est ça, en fonction de leur phénotype. Et peut-être que, en fait, on va être de plus en plus amené à faire évoluer les traitements au fur et à mesure du temps en fonction des atteintes qu'ils développent. Tout à Oui, fait. vraiment, voilà, moi je suis, ouais, voilà, Emmanuel, si tu veux réagir aussi, bien sûr, je te laisse dire un petit mot, voilà. Mais je suis de ton avis, voilà, Guillermo. Emmanuel, donne-nous ton avis. Est-ce que il faut se baser sur le phénotype du patient, et ce qui est très bien dans l'actualisation des recours 2022 de la SFR, hein, voilà. Oui, vous avez tous les deux tout à fait raison. Merci à nouveau, Arnaud. Et je pense qu'on a, alors, en voyant ta présentation, je me suis dit qu'on avait été collectivement très pertinent lorsqu'on a écrit ces recommandations tous ensemble, Arnaud, et tu en as fait partie. Et c'est vrai que la présentation phénotypique et de bien typer à un temps donné le patient est un élément très important, mais aussi, comme tu l'as dit, Arnaud, le suivi longitudinal doit être indispensable parce que on peut modifier, le phénotype peut se modifier. Je pense que c'est un élément important. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette présentation avec ce syndrome avec ces chevauchements des critères de classification, tu l'as dit, Guillermo. Moi, j'ai une petite question, Arnaud. Je ne sais pas si tu as vu, comme tu as fait la littérature récemment, est-ce que tu as trouvé des pistes, on va dire, physiopathologiques qui pourraient expliquer la présentation et l'évolution de la présentation phénotypique? Est-ce qu'il y a des données sur... Alors, tu as dit que le B27 modifiait l'expression ostéo-articulaire, tu as parlé du sexe, mais est-ce qu'il y a des éléments, par exemple, sur l'environnement ou sur les microtraumatismes, l'activité professionnelle? Est-ce que tu as vu ça, éventuellement, sur l'influence de la présentation phénotypique? Alors bon, sur l'environnement, ce qu'on retrouve fréquemment discuté, c'est le rôle favorisant potentiel du tabac.
Voilà, et vous avez vu, je ne l'ai pas commenté sur une des diapositives, que le tabac était plutôt, voilà, plutôt représenté un petit peu plus fréquemment dans une forme, enfin dans un type de rhumatisme que dans un autre, et pas dans le sens dans lequel on s'y attendait. Donc je crois que ça reste toujours difficile à interpréter. Voilà, pour ce qui est des données d'environnement, de pollution atmosphérique ou autre, voilà, j'ai pas vu bon, on a des données sur sur les polyarthrites, rhumatoïdes. On commence à avoir quelques données, voilà, sur les rhumatismes psoriasiques, mais j'ai pas vu de données dédiées aux spondyloarthrites périphériques. Et ensuite, quand on regarde dans la littérature, voilà, c'est pour ça que je trouvais que ce topo m'a beaucoup apporté quand je l'ai préparé à moi, c'est que le concept de spondyloarthrite périphérique, c'est quand même un concept, c'est pour ça que j'ai commencé par les classifications, qui est très, très théorique, ou en tout cas basé sur des critères de classification qui ont évolué dans le temps, comme vous l'avez vu, mais qui reviennent finalement à une communauté d'il y a plus de 40 ans, que sont les spondyloarthropathies. Et finalement, ça n'a pas changé. C'est des patients qui peuvent à la fois avoir des manifestations périphériques et axiales, et dans ces manifestations périphériques, on met les manifestations antésidiques, manifestations articulaires périphériques et les dactylites, qui mélangent un petit peu l'ensemble. Et quand on regarde en termes de physiopathe, on a soit des articles qui sont consacrés à la physiopathe des spondyloarthrites axiales, voilà, et qui mettent en avant voilà, le rôle voilà, de la voie IL23, IL17, le rôle des TH17, mais aussi des TH1, voilà, avec des cellules qui expriment voilà, le récepteur pour l'interleukine 23 et qui vont fabriquer de l'interleukine 17. Donc ça, c'est pour les formes axiales. Et quand on regarde sur les formes périphériques, voilà, on se retrouve plutôt sur des papiers qui essayent de préciser la physiopathe du rhumatisme psoriasique. Et donc, les acteurs sont un petit peu les mêmes, avec un rôle un petit peu plus, avec en plus un rôle pour les cellules dendritiques et les cellules mononucléées qui est aussi important. Mais on se retrouve aussi sur cette voie, voilà, IL23, IL17, donc les TH17, voilà, aussi les TH1, et puis un petit peu des TH22 ou d'autres sous-populations de cellules. Mais il n'y a pas eu de travaux qui aient été consacrés, voilà, à la physiopathe des spondyloarthrites périphériques. Quand on regarde la littérature, il y a toujours un mélange sur les quelques papiers qui essayent de faire une revue de la littérature, qui essaient d'en parler, entre ce qui est forme axiale et ce qui est forme périphérique et ce qui est rhumatisme psoriasique. Donc je pense que les acteurs de la physiopathologie sont les mêmes. C'est pour ça que finalement, c'était la dernière partie de la présentation, les traitements sont globalement les mêmes. Ce sont les traitements des spondyloarthrites axiales ou du rhumatisme psoriasique. Et c'est pour ça que même si on n'a pas d'études dédiées aux spondyloarthrites périphériques pour d'autres classes thérapeutiques que les anti-TNF, je crois qu'il ne faut pas hésiter, quand on est sûr qu'il y a une atteinte inflammatoire et que cette atteinte inflammatoire, on la classe comme une spondyloarthrite périphérique, je pense qu'il faut avoir recours voilà, au traitement voilà, des spondyloarthrites axiales ou du rhumatisme psoriasique, et les recommandations de la SFR sont très bien pour ça, parce qu'elles abordent cette approche phénotypique de la prise en charge thérapeutique des patients. On n'aura probablement pas beaucoup plus d'études avec d'autres molécules, puisque la prévalence est plus faible que la spondylarthrite axiale dans toutes les études que tu nous as montrées. Et c'est vrai que probablement ça intéresse un petit peu moins nos collègues industriels de faire des études dédiées aux spondylarthrites périphériques. Oui, tu as raison, Guillermo. J'ai pas vu d'études. Je sais pas si on avait vu, mais j'ai pas été sollicité par les industriels pour des études qui démarreraient sur cette sous-population, là. On continue à avoir des études sur les spondyloarthrites axiales, sur les rhumatismes psoriasiques, mais pas sur cette sous-population de patients. Mais finalement, c'est pas si gênant que ça, parce que ces patients, ils font partie voilà, ils appartiennent à cette famille spondyloarthropathie, et on sait comment les traiter. Merci beaucoup Arnaud pour cet exposé très intéressant, et effectivement on le retrouvera prochainement dans la revue du rhumatisme donc, pour plus de détails. Merci à tous de vous être connectés. Désolé encore pour ce petit retard à l'allumage de début d'année. Puis nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine présentation. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci Arnaud. Au revoir, merci à vous tous, toutes.